Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel Actu Streaming. On vous parle aujourd'hui de Code 8 Part 2, qui fait suite à un premier film qui s'appelle Code 8, qui est sorti en 2019, et qui lui-même fait suite à un court-métrage qui s'appelait lui-même Code 8, qui était sorti en 2016, donc ça fait 7 ans maintenant. C'est un court-métrage qui avait fait un petit buzz à l'époque et qui servait à lancer une campagne de financement participatif sur Indiegogo pour le film, et qui a récolté 3,4 millions de dollars. À la production, on retrouve deux frères acteurs, les frères Hamel, et on vous en reparle tout bientôt puisqu'ils sont également au casting. Le premier film est sorti en 2019, il est apparu dans le top 10 des sorties de Netflix l'année de sa sortie sur Netflix en 2020, ce qui explique sans doute pourquoi Netflix a voulu s'associer à cette suite. À la réalisation, on retrouve le réalisateur du premier opus, Jeff Chan. Au scénario, on retrouve les scénaristes du premier opus Jeff Chan et Chris Pear, également Cheryl Lee, qui a travaillé sur des séries télévisées plutôt comme réalisatrice, notamment elle a travaillé sur une enquête qui s'appelle Les Enquêtes de Murdoch, que vos parents connaissent sans doute s'ils regardent les séries policières sur France 3, une série canadienne, puisqu'il faut le dire, c'est une production canadienne. Et nous avons également Jesse Lavercombe, qui est généralement plutôt acteur. À la photographie, nous avons une femme québécoise, Marie Davignon. Au montage, nous avons Matt Lyon, qui travaille plutôt sur des séries. Et à la musique, nous avons Ryan Taubert, qui a travaillé en supervision musicale et en musique additionnelle, notamment sur Le Roi Arthur de Guy Ritchie et sur Kingsman 2 de Matthew Vaughn. Et donc au casting, nous avons les frères Hamel, notamment donc Stephen Hamel, qui est sans doute le plus connu des deux. Et Nam, tu me disais donc il est principalement connu pour la série Arrow, où il joue un super-héros, une sorte de Robin des Bois, mix Batman-Robin des Bois, dans l'univers de DC sur The CW. Et ce que tu m'as dit, c'est que il faisait ses propres cascades sur Arrow et qu'il s'est mis au catch après, Steven Amell. C'est ça, je l'ai vérifié. En fait, il a fait une première apparition à la WWE en 2015. Et après, il a fait d'autres apparitions dans des shows de catch. Voilà, c'est quelque chose qu'il fait un petit peu. Sur le côté. Oui, c'est ça. Après, il est plus acteur que catcheur, mais apparemment, c'est quelque chose qui lui plaît aussi. Et donc il y a son frère, petit frère je crois, parce que c'est dans cet ordre-là, c'est Robbie Amell, qui est principalement un acteur de série qu'on a vu dans les séries Upload, The Tomorrow People, et également en second rôle dans The Witcher. Nous avons également Alex Malary Jr., qu'on a pu voir dans Adam à travers le temps, un autre film distribué sur Netflix, et Sierra Gulambous, une jeune actrice qu'on avait pu apercevoir dans la série Orphan Black, et qui a ici son premier grand rôle. Donc, comme j'ai dit, c'est une suite, c'est Code 8 Part 2, et donc Nam, non seulement tu vas devoir faire le pitch, mais en plus tu vas devoir faire un Previously On, que s'est-il passé dans Code 8 Part 1, puisque je te demande toi, moi j'ai vu le film à sa sortie, ça date un peu, et donc tu vas pouvoir me rafraîchir la mémoire par la même occasion. Ouais, moi j'ai vu les deux il y a 2 semaines, un truc comme ça. Donc le premier film, alors déjà ça nous présente, ça se passe en quelle ville déjà? Genre j'ai oublié. C'est une bonne question. C'était à Lincoln City. Ok, une vraie fausse ville. La vraie fausse ville de Lincoln City. Voilà, sans doute tournée à Vancouver ou à Toronto. Oui, c'est ça. Mais en gros, l'histoire, c'est un peu Détroit, la ville, dans l'idée. C'est-à-dire, c'est une ville qui a été un peu à la pointe du progrès à une époque, et qui depuis est tombée enfin, qui a périclité, et qui doit notamment son âge d'or à la venue de plein de travailleurs qui ont des pouvoirs, parce que c'est un monde où il y a des super pouvoirs. Ce qui se passe, c'est que depuis les super pouvoirs ont été remplacés, enfin les personnes avec des super pouvoirs ont été remplacées par des machines plus performantes et moins dangereuses. Les Hamel sont cousins et pas frères. Ah, un mythe s'effondre. Merci Bolette pour l'info. J'étais persuadé qu'ils étaient frères, comme les frères Hemsworth. Et bah pas du tout. Bah écoute, s'ils sont cousins, bonne info. Et d'ailleurs, ils sont pas frères dans le film, par ailleurs. En plus, tout à fait. Ni cousins non plus. Ni cousins. Ils se rencontrent dans le film. Et en gros, ce qui se passe, c'est que Connor Reed, donc joué par Robbie Amell, du coup le cousin le moins connu, est recruté par Stephen Amell, le cousin le plus connu. C'est ça, le cousin le plus connu, qui joue Garrett Kelton, donc Garrett et Connor. Garrett qui est un mafieux, un petit criminel. Ouais. Et puis bon, il s'embarque dans une histoire, dans une grosse histoire qui les dépasse. Et à la fin, Robbie Amell, donc Connor,
décide de se rendre, et en gros il prend le blâme pour toute cette histoire. À savoir que dans le monde que nous montre Code 8, les gens avec des pouvoirs, c'est les mutants dans les X-Men. Voilà, les gens les aiment pas, les Ouais. gens les détestent. Euh, bon, ils les font bosser, comment? En leur filant un bifton sous le manteau, mais ça, dans les X-Men, ils le font pas. Donc voilà, mais on est voilà, on était sur un film, disons, qui se voulait un peu social, mais avec des super pouvoirs. Et une dystopie avec un fond social. C'est ça. Et donc le 8 commence donc 5 ans après, ça j'ai vu ça sur le synopsis, parce que je crois pas que c'était précisé dans le film, avec Connor qui sort de prison, du coup. Et donc c'est ce qu'on voit à l'image depuis tout à l'heure, voilà. Ça c'est Connor, du coup, qui sort. Ah oui, la police est dotée de machines à la Chappie pour lutter contre les gens qui ont des pouvoirs, parce que pour éviter de perdre des gens. Voilà, donc il y a un aspect militarisation de la police qui est présent aussi. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'un des charmes du premier opus, et aussi ce qui a fait sans doute le buzz du court-métrage, c'est que ces espèces de robots sentinelles de police, qui étaient un peu au cœur du premier film, ont un design assez cool, quoi. C'est-à-dire, Oui, le design est plutôt iconique. Faut dire que c'est des films qui sont quand même à petit budget, c'est quand même des séries B, hein, comme on a dit, donc ils vont, en tout cas dans le premier film, réutiliser de manière assez intensive ces robots. Et on va les voir souvent, et ça va donner lieu à des scènes d'action avec des robots. Et évidemment, donc c'est les robots contre les X-Men. Évidemment, notre héros a un pouvoir qui peut contrer les robots, puisqu'il a des pouvoirs électriques, n'est-ce pas? c'est ça. Et bon, il y a une classification des pouvoirs, on comprend qu'il fait partie des plus forts. Mhm. Après, sur les pouvoirs, on est quand même à des pouvoirs qui peuvent être forts, mais toujours au niveau de la rue. On n'est pas avec un Superman ou un Ouais. Green Lantern qui peut détruire une ville d'un coup de poing. Voilà, on est sur des choses qui se veulent impressionnantes, mais pas cheatées non plus. Mhm. Euh, C'est-à-dire, des fois, un flingue c'est plus efficace et valait mieux. Enfin, voilà, dans l'idée du film, c'est resté comme ça. En même temps, pour parler d'un petit côté, voilà, société et tout, faut rester dans la société. Tu peux pas trop en sortir non plus. Et pour le coup, le premier et le deuxième le font assez bien. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et donc voilà, Arrow, qui vient chercher son pote. Enfin, il pensait que c'était son pote, mais il va se faire envoyer chier. Mais en gros, voilà, il vient le chercher pour lui proposer du travail. Et on découvre que désormais, alors Garrett, c'est ça, est le nouveau boss de la ville. D'ailleurs, petit aspect intéressant, dans le premier, il nous parlait d'une espèce d'organisation du crime organisé qui a l'air de chapeauter un petit peu en sous-main tout ça. Je pensais qu'ils allaient en parler dans celui-là. Non, j'aurais été plutôt intéressé. Et en fait, pas du tout. Ils ont décidé de partir sur autre chose. Mais voilà. Peut-être Sachant que moi, qu'effectivement, il y a un décalage de production Hmm, entre les deux films, et notamment aussi un des personnages qui pour moi était fort dans le premier film, qui est le personnage du policier, mais qui va oui, un peu se ranger à leur côté, qui a été joué par Sung Kang, donc de Fast and Furious, et qui oui. était un personnage très agréable et que malheureusement on ne retrouve pas dans ce deuxième film, qui est remplacé par un autre policier qui lui va être Qui méchant. était déjà dans le premier, Et il était l'autre déjà dans le policier aussi. premier, et par contre je ne me rappelais plus du tout. Ce qu'on peut dire aussi, une nouveauté dans ce deuxième film, eh bien nous avons un nouvel équipement de police, je sais pas comment on peut dire ça. Oui, oui, c'est ça. Un nouveau drone policier. Qui est fait pour remplacer du coup les robots vénères du premier. Et donc celui-là est fait pour être... parce que bon, dans le premier, c'était vraiment quelqu'un a un pouvoir, il tire d'abord, et puis voilà. Et tandis que voilà, là, l'idée c'est plutôt d'avoir quelque chose qui va neutraliser les gens sans les tuer. Parce que bon, il y a quand même eu Enfin, le premier c'est terminé comme ça, il y avait quand même des critiques au niveau du pays sur l'utilisation de ces robots. Et donc ce sont des robots chiens, on peut le dire. C'est On va les ça. voir par la suite. Euh, et Et ils donc, mettent, voilà, ce n'est pas une arme, regarde, ce n'est pas une arme. ouais, ce n'est pas une arme, c'est une idée. Donc 6 mois plus tard, voilà notre méchant policier, le policier Ripou, qui vient fièrement présenter ses robots chiens beaucoup plus éthiques. Et Ah, voilà, le robot chien éthique et pas du tout anxiogène de la police. oui. Bon, ça reste un robot chien, hein, voilà, c'est... Il y a quand même une petite lumière rouge qui dit attention,
C'est ça. Et donc voilà, petite différence aussi par rapport au premier. Dans le premier, on était vraiment sur des règlements de compte entre mafieux. Ouais. Là, on est sur un flic ripou qui va essayer de prendre le contrôle de la ville, ou je sais pas trop. Euh, on sait pas c'est quoi exactement leur plan, hein, au final. Mm, mm. On reviendra un peu dessus parce qu'il y a aussi un petit twist avec ce personnage. En tout cas, le robot chien est présenté aussi en intervention. On va avoir une première scène d'action. On va le suivre à la poursuite d'un personnage mutant, donc qui a la possibilité un peu de se fondre dans le décor pour ne pas être détecté. Dans un premier temps, il va réussir à s'en tirer et après non. Ces robots chiens qui s'appellent évidemment comme tous les robots chiens, les K9, écrit K9. Hein, Oui, c'est comme obligatoire. dans Doctor Who. Exactement, comme dans tu as la rêve, bravo. C'est grâce à Doctor Who, et d'ailleurs, j'avais jamais compris le jeu de mots canine avant Doctor Who, parce que j'ai souvent vu des harnais K9 sur des chiens, et j'avais jamais Mm. compris la blague. Aussi, ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'on est dans un monde de banditisme, mais que Oui, comme on est dans un monde dystopique, ce sont des gens qui sont bandits et dans la criminalité, toujours par une forme de nécessité. Euh, oui. c'est des gentils gangsters, on peut dire ça autrement. Bah, Robbie gentil, je plus que sais pas, parce Steven. que ça reste des gangsters. Ouais. Mais on voit qu'ils parlent pas mal de donner à la communauté et tout. Mm. Et c'est quelque chose qu'ils vont montrer aussi faire dans le film. Donc, oui, c'est ça, c'est par nécessité, parce que je vous rappelle que voilà, dans cet univers, les gens qui ont des pouvoirs, pour trouver du travail, c'est très compliqué. Et quand t'en trouves, bah, tu es au bas de l'échelle et tu peux galérer. Voilà. Alors il se trouve qu'à la fin de cette poursuite, finalement, le chien récupère son suspect et que c'est un chien scorpion avec une queue qui peut se déployer et qu'au bout de cette queue, eh ben, ils utilisent une espèce... Alors dans le premier, il y avait ça aussi, il y a une espèce de drogue C'est et ça. donc ils l'injectent dans le gars pour le tuer. Et donc les gentils chiens qui neutralisent les gens sont en fait des chiens tueurs. Et drogue d'ailleurs, qui dans le premier ils en parlaient aussi, qui est extrait de la moelle épinière des gens qui ont des pouvoirs. Hum, Voilà. exactement. Qui C'est rajoute au marrant. côté exploitation et tout. Il y avait Netflix a sorti un autre film qui s'appelait, si je ne dis pas de bêtises, Project Power avec Jamie Foxx, où c'est des mutants effectivement qui utilisent aussi une drogue pour développer leur pouvoir. Et c'était pas mal du tout. J'en profite pour le glisser là, ce sera pas Marocco du coup, mais c'était un pitch. Tout ça pour dire que c'est des pitchs assez similaires à des choses qu'on a pu voir ailleurs. Quoi. Ah oui, d'accord, je sais plus si je l'avais vu, celui-là. Arrive un autre personnage qui est cette jeune fille qui est la sœur de la victime du chien robot. Oui, Et alors moi j'avais une attente par rapport au premier film parce que comme on est dans un contexte un peu d'une certaine manière super-héros, il y a toujours cette espèce de course entre les méchants qui ont quelque chose qui permet de contrer les super-héros et les super-héros qui ont des pouvoirs qui permettent de contrer les nouveaux méchants. Et puis comme ça s'alterne et ça ramène des nouveaux personnages. Et moi ce que j'avais toujours voulu dans Code 8, en tout cas dans le premier, ma frustration dans le premier, que j'avais bien aimé au demeurant, c'est pour ça qu'on parle du second, c'est d'avoir un personnage qui soit vraiment technopathe, c'est-à-dire qu'il puisse contrôler les robots. Et donc cette jeune fille va avoir ce pouvoir de technopathie. En tout cas, on va le découvrir au fur et à mesure, la possibilité de communiquer avec les machines. Euh, c'est ça. D'ailleurs, il y avait je crois que le petit dans la série Heroes, pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu cette série de super-héros, J'avais pas regardé. c'est le pouvoir qu'il avait, le petit garçon qui était au cœur de l'histoire, et ce qui faisait qu'il était extrêmement fort par rapport aux méchants. Mais c'était un petit Oui. garçon, et là, de la même manière, Et c'est une petite fille, donc effectivement, elle a un pouvoir très puissant, mais étant une jeune fille, bah, c'est compliqué pour elle de maîtriser son pouvoir, de le connaître, ça vient de se révéler à elle, et donc elle n'est pas totalement en possession de ses moyens. Et donc le film va être aussi une espèce de forme de récit initiatique pour elle, d'une certaine manière aussi. oui, oui. D'ailleurs, donc voilà. La technopathie, c'est toujours un pouvoir moi qui me fait un peu rigoler parce que bah ça marche que selon le contexte. Oui, Parce c'est que ça. au Moyen Âge, Voilà, ça sert à rien. Ça se trouve, il y avait des grands mutants technopathes au Moyen-Âge, et puis ils ont rien pu faire. Oh, la catapulte va tirer plus vite, attention. mais moi, c'est toujours le pouvoir que je demande quand on dit quel super pouvoir vous voulez avoir, c'est toujours celui-là, hein, parce que tu peux prendre l'argent à la banque et ça. Donc Ouais, voilà, ouais. elle va commencer à avoir effectivement des visions un peu bizarres, on va avoir des effets comme ça.
Et donc, on va se retrouver plus dans un film maintenant de course-poursuite. On va essayer de Oui. protéger cette jeune fille. Et notamment aussi, on va tomber sur une vidéo qui incrimine la police et qui montre que le chien a tué le frère de cette jeune fille. Et arrive avec une scène qui est un peu badass, où il y a deux robots, alors plutôt typés Sentinelle, qui tombent du ciel comme ça. Et sur le plan d'après, il utilise ses pouvoirs électriques. Donc tout ça pour dire aussi, j'ai montré cette scène-là parce qu'il y a quand même un plaisir avec Code 8, c'est que c'est assez soigné en termes de production. C'est-à-dire on sent qu'il n'y a pas énormément de budget, mais il y a un soin qui est apporté à la mise en scène et aux effets spéciaux pour que bah, ça envoie un peu quoi. Et, euh, et alors ça envoie pas tout le temps, parce que forcément il n'y a pas beaucoup d'argent, mais quand ça envoie un peu, bah, ça fait plaisir quoi. Ça c'est un beau plan, moi, je trouve. Ah, bonjour Firoz. Salut Firoz. Euh, oui, je suis plutôt d'accord. Dans le premier, c'était déjà le cas aussi. Mhm. Les pouvoirs vont pas être utilisés tout le temps, mais quand ils sont utilisés, c'est fait que de manière à ce que ce soit impactant et que ça fasse pas de cheap aussi. Parce que bon, voilà, on a tous vu des vidéos sur YouTube de gens qui testent des amateurs qui testent des pouvoirs et tout. Et bah, très rapidement, ça peut être très vite cheap. Et là, ils arrivent quand même à suffisamment bien travailler leur plan pour qu'on ait quelque chose qui soit crédible et qui soit pas ridicule. Mhm. Et franchement, bravo à eux, parce que c'est pas facile et ils ont bien mis les thunes là où il fallait. Donc, comme on est là pour les cousins et non frères Hamel, évidemment, il va y avoir une espèce de dialectique entre les deux personnages et on va les retrouver dans des scènes de confrontation. Si les effets spéciaux et toute la partie plutôt action est assez soignée, la partie, disons, plus dramatique du film Mm. bénéficie aussi de cadres et de décors plutôt sympathiques. Après, en termes de pure mise en scène et de facture, ça reste un petit peu plus proche de ce qu'on pourrait quand même trouver dans des séries télé. Là, je vous ai trouvé un plan d'ensemble, mais c'est quand même majoritairement du champ contre champ. C'est un petit peu moins cinématographique quand même. Oui, pour les scènes de dialogue, c'est pas trop ça, malheureusement. Puis les dialogues sont, alors ça c'est Euh, peut-être un défaut qu'avait déjà le premier film, c'est que c'est un univers qui reste assez sérieux. mm, Ça manque un petit peu de tchatch, un peu de punchline, qui fait aussi le sel des films de gangsters, parce que normalement on est dans un milieu populaire, et donc il y a aussi normalement des manières de parler, et là, bon, évidemment le méchant Stephen Amell va essayer d'enlever la jeune fille, de prendre la vidéo et de garder son pouvoir et cette preuve contre la police pour lui. Donc elle, son pouvoir, celle qu'on voit là à l'écran, la dame plus âgée, c'est de pouvoir effacer la mémoire. Donc elle va essayer d'effacer la mémoire de la jeune fille pour qu'ils puissent la prendre sous leur contrôle. c'est ça. S'ensuit une Qui scène était, d'action qui est plutôt pas mal, hein, comme tu disais, où on voit un oui. peu les pouvoirs. Ce fait d'effacer la mémoire, c'était aussi comment dans le. Je crois que c'était une idée qui était plutôt pas mal dans le film, parce que à la fois c'était une porte de sortie et en même temps tu voyais bah oui que le personnage de Stephen Amell, Garrett, c'est pas un bon gars et qu'au contraire peut-être que Connor est peut-être un peu trop un bon gars parfois, Mhm. parce qu'en effet c'était une porte de sortie pour la gamine, tu vois. Ouais, ouais, exactement. Et puis aussi, ça joue à un niveau Je vois le lien. dialectique au niveau de la gamine elle-même, dans le sens où est-ce que elle essaie d'oublier le trauma qu'elle a eu, donc de la perte de son frère, ou est-ce qu'au contraire, elle essaie de le confronter. Et donc on voit ça de manière un petit peu présentée à l'intérieur du scénario, quoi, d'une certaine manière. Donc ensuite, nos protagonistes se retrouvent chez le chef de la police pour essayer de le faire chanter. Ils débarquent chez lui et lui n'est pas tout à fait ravi de voir, euh, que bah, ils sont assis sur son canapé auprès de sa femme. Et donc c'est là où on va voir l'un des twists du film, c'est qu'on va se rendre compte qu'en fait le flic, lui aussi, a le même pouvoir que Garrett, c'est-à-dire un pouvoir de télékinésie. Et petit twist, alors perso, alors je sais pas, genre je sais plus si on voit le perso dans le premier film. Ça se trouve c'est pas du tout un twist, mais en tout cas moi en regardant le film et la deuxième partie, j'ai fait ah ils ont trouvé une idée plutôt sympa quoi. Oui, oui, petit twist sympathique, qui en même temps est assez intéressant aussi, parce que on a quand même un personnage, bah, du coup, parce que ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, il cache ses pouvoirs, parce qu'il pourrait pas être chef de Oui. la police avec des pouvoirs, si ça se savait. Je suis même pas sûr qu'il pourrait être policier tout court. Hmm. Mais du coup, on a quelqu'un, et je trouvais que c'est... Comment? Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, mais on a un peu... tu vois, comme dans les X-Men 2, par exemple, dans X-Men 2, tu avais une scène de coming out,
mutant, mais qui aurait pu être une scène de coming out homosexuel. Et là, t'as un peu genre le personnage justement qui a pas fait son coming out. Et vu qu'il est caché, il peut avoir son tas. Vu qu'il est caché, il peut avoir sa belle femme, sa grande maison et tout. Et il y a un côté, tu vois, pareil, ça aurait pas été quelqu'un avec des pouvoirs, mais ça aurait été un homosexuel qui se cache. Le personnage aurait pu être exactement le même. C'est intéressant, on en parlait aussi pour Spider-Man Across the Spider-Verse, où il y a une scène où Miles Morales veut avouer qu'il a des pouvoirs, et on a dit, mais ça ressemble à une scène effectivement de coming out, il y a de ça. Et aussi, je trouve que d'un point de vue purement scénaristique, ça donne de l'épaisseur au personnage, et ça le rend beaucoup plus intéressant, parce qu'avant c'était juste le méchant policier, et en fait, on se rend compte qu'il vient du même milieu que les autres, et que juste leurs chemins ont différé à un moment, et que finalement, si chacun est à une place, c'est parce que c'est un peu le fruit du hasard, quoi. Et puis aussi, ça justifie aussi le fait de pourquoi c'est autant un connard. Ouais. C'est aussi, c'est quelqu'un qui est très frustré et qui du coup est d'autant plus vénère avec les autres qui ont des pouvoirs que lui, il est mal dans sa peau en fait. Euh, donc voilà, je trouvais que c'était plutôt intéressant parce qu'au final, bon voilà, comme tu dis, ça donne de l'épaisseur au personnage parce que jusqu'à maintenant, c'est le méchant flic corrompu. Ouais. Et là, c'est un peu plus que ça. C'est un petit peu plus que ça. Toujours cool. Et donc ça, cette espèce de boîtier, donc c'est la preuve des agissements de la police. Ils vont se retrouver dans la tour que contrôle Garrett, qui est un peu la plaque tournante de son trafic. Et la police va évidemment donner l'assaut sur cette tour, même si Garrett descend pour lui dire, bah écoute, maintenant on a les preuves, je vais te faire chanter. Le policier dit non, non, il lui met un coup de couteau et évidemment ça part en cacahuète, comme on s'y attendait. Et là, j'ai quand même une petite réserve sur cette scène finale qui est censée être un climax quand même. Mm. Et je m'attendais à pas mal de robots, pas mal de choses. Donc ça, c'est la scène effectivement où il essaie de négocier, même si on ne peut pas vraiment appeler ça une négociation, plutôt de faire chanter le policier. Et en fait, de climax, il n'y aura pas vraiment, puisqu'il n'y a pas beaucoup de robots dans cette scène-là. Il y a quelques chiens robots, plus du tout de robots sentinelles. Et on va juste avoir effectivement donc, 2 chiens robots et la jeune fille qui va en contrôler un. Les 2 chiens robots qui vont s'affronter, et évidemment le chien robot qui est devenu bleu, hein, puisque les robots devenus gentils sont bleus, et qui va triompher de l'autre. J'ai trouvé que ça faisait, là pour le coup ça faisait un peu cheap, quoi. Et là j'étais un peu déçu Oui. parce que je m'attendais un peu à justement All-Star Robot, à la fin on voyait un petit peu tous les robots, et j'ai trouvé que ça retombait un petit peu par rapport au début du film, et que le film aussi, du coup en comparaison au global par rapport au premier film, les chiens robots ils sont moins impressionnants que les robots sentinelles en réalité. Oui, aussi parce ils font pas peur. Après, c'est un peu le même syndrome que dans Terminator, tu vois. On l'a déjà vaincu une fois, donc Hmm. voilà. Oui, mais Après, on je aurait trouve pu en mettre qu'en plus, par exemple. On aurait pu se dire, au oui, lieu d'en mettre. Parce que c'est vrai que dans le premier, il y en a un ou deux, effectivement, un ou deux, ils sont durs à battre. T'en ramènes 15, hein. oui, oui. Non, mais il y a ça et aussi ça aurait été le moment parce que bon, c'est quand même une tour euh, contrôlée par la mafia. Bon, il y a aussi des civils dedans, Ouais, mais où il y a un gang qui est dedans et que tous les membres ont des pouvoirs et tout. ouais. Ça aurait été aussi le moment où on pouvait s'attendre à une explosion de pouvoirs et tout. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh là là, ça va être The Raid d'un coup avec des pouvoirs et Exactement, ouais, tout. moi aussi. Et en fait, non. En fait, il y a 10 pélos dans une pièce qui se font défoncer. Et il y a 3 chiens robots. Et puis voilà. C'est ça. C'était ouais, non, c'était un peu pétard mouillé, malheureusement, cette fin. Ouais, un peu Mais, mais, anticlimatique. mais bon, bah voilà, c'est manque de moyens, hein. Je suis sûr Hmm. qu'eux aussi, ils auraient aimé faire une grosse scène avec 40 personnes qui ont des pouvoirs et 60 robots. Mais bon, bah, Alors après, ceci étant, effectivement, je leur fais crédit de ça. Mais dans le scénario, il aurait été tout à fait possible. À ce moment-là, alors je sais que dans les séries B et dans les films commerciaux, parce que ça reste un film commercial, on ne se permet pas ce genre de choses, mais on aurait pu faire de la mise en scène. Et malheureusement, mm, ça n'a pas été fait. Et on aurait très bien pu imaginer retrouver une scène de course-poursuite comme la toute première, mais par exemple étirée dans le temps, ou alors dans des endroits compliqués, ou alors avec un plan séquence. Faire un plan séquence avec un chien robot qui suit un autre, ça peut être intéressant. Ou alors... ou, ou tu vois, une séance, un truc tout con, hein, mais une séance de cache-cache ouais, avec la fille qui écoute les communications des autres, ouais. un peu à la Matrix, tu vois. Enfin, il y avait plein de trucs à faire, hein, Où c'est elle qui envoie son chien robot contre les autres, et, par exemple. les policiers se retrouvent deux chasseurs, ils deviennent les proies. Enfin bon, il y aurait Mhm. eu tout un tas d'options qui auraient été, à mon avis, plus pertinentes
Et pas forcément plus coûteuse. De toute façon, après, voilà, bon, à la fin du film, la fille se fait tirer dessus. Je me rappelle déjà pas. Si, elle se fait tirer dessus, mais elle survit. Et Connor rouvre un centre d'accueil pour les jeunes défavorisés. Et Garrett, il reprend sa petite vie de mafieux, et voilà. Et voilà, et peut-être qu'on aura un Code 8 part 3 par la suite. Après, moi, je leur souhaite d'avoir quand même un petit peu plus de moyens. Parce que c'est vrai qu'on sent qu'ils sont un peu entravés là-dedans. Du coup, alors pour faire une petite conclusion, moi, Code 8, c'est quand même... alors déjà, ça fait longtemps, et ça vient c'est un projet qui vient d'une époque un peu lointaine, où on s'emballait sur des teasers sur Internet, où on était content de voir ça. Ça avait cet esprit de série B qui, moi, me plaît bien. Donc voilà, le premier, je trouve pas du tout que ce soit un grand film, mais j'avais plaisir à le voir. Et là, le deuxième, je trouve pas du tout que ce soit un grand film, mais j'ai eu plaisir à le voir. Malgré les défauts qu'on a pu dire, effectivement, le final qui est... Pour moi, le plus gros défaut, c'est le final qui est anticlimatique. Ça, c'est le vrai problème. Et l'autre peut-être défaut principal, c'est effectivement dans la mise en scène. Parfois, ça fait un peu trop série télé et ça fait un peu trop blabla, remplissage. Très honnêtement, parfois, moi, mes séries B, je préfère qu'elles fassent 1h10 bien tassées plutôt que 1h30 et on sent qu'on a un petit peu étalé la sauce. Toutefois, voilà, il y a quelques idées quand même dans le scénario, il y a quelques idées dans les effets qui font que le film est agréable et qui fait que, effectivement, s'il y a un Code 8 Part 3, je le regarderai avec grand plaisir. À toi, Nam. Bah oui, moi aussi, voilà, j'ai bien aimé. Moi, mon reproche, ce serait plutôt par rapport à l'univers du film. J'ai pas l'impression que celui-là ait tant étendu l'univers que ça. Mhm. Euh, le fait qu'ils essaient de faire quelque chose de différent, mais autant rattaché au premier, je trouve ça plutôt habile la manière dont ils ont fait ça, parce qu'en effet, on a une autre proposition que le premier, dans le même univers. Mais bon, après, voilà, comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'ils prennent une autre direction. Mhm. Euh, Là, voilà, les liens entre la mafia et la police dans la ville, pourquoi pas, mais moi j'aurais préféré, voilà, comme c'est plutôt qu'ils partent sur cette espèce d'organisation mafieuse qui a l'air de contrôler les choses en sous-main. Euh, j'aurais préféré John Wick avec des pouvoirs, voilà. Exactement. Mais de toute façon, oui, voilà, après c'était très cool. Et pareil, si on a un troisième, je le regarderai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et on vous fera une chronique avec plaisir également. Est-ce que, comme d'habitude, nous avons des petites recommandations de films un Oui, peu dans le même style pour aller plus loin? oui. Alors, moi j'ai un film de James Gunn, mais d'avant, Oui, avant les blockbusters. avant les blockbusters. Mais c'était déjà un film de super-héros avec Elliot Page. Je précise Elliot parce que c'est pas ce qui est écrit sur la boîte. Ouais. C'est Super, qui est une boîte en 3D. Ça marche Oh, mieux quelle belle que boîte! dans la Ça vraie marche vie. très bien à l'écran. Je suis très impressionné. Bah ouais, ça marche mieux qu'avec mes yeux, c'est Une incroyable. belle box. Je sais plus qui est l'acteur. Je l'ai pas vu celui-là par ailleurs. Euh, Rainn Wilson, je crois. Ah, Ren Wilson, ouais. Donc, Et assez c'était un film comique qui... alors. Oui et non. Ah, C'était comique, dramatique. un peu aigre. L'idée, c'est que en fait, ça se passe dans un monde où il n'y a pas de super-héros. Mhm. Et il y a un type qui se dit je vais devenir un super-héros. Sauf que, bon, voilà, le mec est un peu limité, on va dire ça comme ça. Et par exemple, un sac de super-héros, c'est à un moment, il fait la queue pour. Enfin, il veut une queue pour de cinéma. Et il y a quelqu'un qui grille la queue. Et lui, il sort sa clé à molette et il le tabasse. Excellent. Je crois que le film est sorti Voilà. à peu près à la même époque que Kick-Ass aussi. Je pense qu'on était dans toute cette période-là où on avait Ah oui, sûrement, oui. des super-héros, des vigilantes un peu nuls, quoi. Ouais, et donc voilà, j'en ai un souvenir, je recommande. Hmm. Et du coup, dedans, Elliot Page, qui à l'époque n'avait pas encore fait sa transition, est son assistante, et elle est bien tarée aussi. Ok, bon bah, écoute, moi de toute façon, James Gunn en général, je suis plutôt client et j'avoue que celui-là, t'es sorti de mon radar, donc je le regarderai. De mon côté, je vous recommande pas un film, je triche. Ah, oula. Un épisode de série télé qu'on peut Oh, regarder dans l'ordre qu'on veut. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les différents épisodes de la série. La série, c'est Black Mirror. Et ah, ceux qui ont vu, bah, ils savent de quel épisode je vais parler. Alors, saison 4, épisode 5, un épisode qui s'appelle Metalhead, où une jeune femme est poursuivie par une espèce de chien drone robot
qui vraiment a l'air d'en avoir gros sur la patate après elle. Vraiment, il veut l'avoir. Et pour le coup, avec des partis pris de... Alors je crois qu'à la réalisation, c'est David Slade, il me semble. Et avec des partis pris de mise en scène plus radicaux. Avec une image très gritty, très noir et blanc, très très peu de dialogue. C'est juste une course-poursuite. Et voilà, donc c'est aussi à ça que je pensais quand je disais dans la fin du film, on aurait pu faire de la mise en scène. Je pensais à cet épisode-là qui, lui, s'en tirait bien. J'en parle aussi parce que c'est pas du tout un épisode qui est particulièrement apprécié dans Black Mirror. Et moi, je le trouve un peu sous-coté. Parce que je trouve que dans son côté série B qui assume juste d'être un exercice de style quelque part, c'est très sympa. Et en plus, c'est pas très long du coup, comme je disais, j'aime bien mes séries B bien tassées. Donc ça répondait à la demande. Donc voilà, c'était pour Marocco. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube, merci d'être arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. À bientôt, très bientôt, pour une nouvelle critique.